Bonjour les créateurs de liberté, je suis Pierre-Elie du blog S'enrichir avec Pierre-Elie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Ophélie, la fondatrice du blog Fric au féminin. Donc bonjour Ophélie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, merci d'avoir accepté cette interview. Nous allons discuter un petit peu de ton parcours rapidement et puis on va essayer de donner quelques petites tips intéressantes aux personnes qui nous regardent sur la liberté financière, comment l'atteindre, est-ce que ce que nous ont appris nos parents est toujours valable de nos jours, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de différent. Donc, nous allons essayer d'aborder tous ces sujets. Tu es la fondatrice de Fric au féminin, qui est un blog consacré au fric et principalement qui aide les femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Est-ce que tu veux déjà commencer par te présenter et nous parler de ce projet Fric au féminin? Alors moi, je suis économiste de formation, alors que à l'époque, ce que j'aurais aimé, justement, c'était devenir journaliste, et j'ai pas pu le faire pour des histoires d'argent, parce que j'ai démarré dans la vie avec les poches vides. Je pense que je suis devenue journaliste justement pour trouver des réponses sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui était tabou dans ma famille et qu'on n'en parlait pas et qu'on n'en avait pas beaucoup. Du coup, en avançant dans ma carrière professionnelle, puisque pendant 20 années, j'ai, on va dire, piloté des structures en lien avec l'investissement, le développement économique et l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte que ce qui bloquait sur les questions d'argent, c'était pas tant le comment, parce qu'en fait le comment, ça s'appelle se former, et aujourd'hui on a plein de ressources pour savoir le faire, mais c'est notre rapport à l'argent. Et notre rapport à l'argent, c'est aussi ça qui moi-même m'a auto-limité, parce que alors que j'avais toutes les clés pour savoir comment faire, j'étais très bloquée, on va dire, par des croyances limitantes et des fidélités familiales. C'est ce qui se passe pour pas mal de personnes, notamment pour ceux à qui on n'a pas livré les clés du coffre-fort au démarrage. Et du coup, j'ai créé Fric au féminin parce que je me suis rendu compte que ce problème était encore plus exacerbé chez les femmes. Pourquoi? Parce que, quand j'ai vu arriver cette génération de femmes qui sont les entrepreneurs, on va dire, allez, il y a à peu près 15 ans, il y a de plus en plus de femmes qui se sont mises à entreprendre. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre les hommes et les femmes qui était très importante sur les sujets qui sont liés à l'argent. Pourquoi? Parce que nos mères ont été coupées de la culture de l'argent. Les femmes avaient le droit à l'époque, sur la génération de nos mamans, en gagner, mais pas en disposer, le gérer, l'investir et apprendre à le multiplier. Et c'est ça qui nous manque, autant dans le comment que dans comment même s'autoriser à le faire, parce que c'est encore extrêmement tabou. Les femmes ont des plafonds de verre, elles ont un syndrome de l'imposteur qui est très important, et c'est ça qui fait que elles ont souvent, on va dire, des résultats qui sont moindres sur les questions financières, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'investissement. Souvent elles ne s'autorisent pas à entreprendre, parfois elles n'ont pas les clés pour gérer comme il faut, et puis on le voit même dans les négociations salariales où les hommes vont aller négocier leur salaire là où les femmes n'osent pas le faire. Donc j'ai créé Fric au féminin pour aider des femmes justement à libérer d'abord leur rapport à l'argent, parce que ça commence par ça commence à l'intérieur de nous, et ensuite poser des petites actions, des bonnes, parce que finalement aujourd'hui monter un business, investir, c'est simple, là où il y a 20 ans c'était quand même extrêmement compliqué. Et je montre à des femmes que des madame tout le monde y arrivent, parce que moi-même j'estime être une madame tout le monde. Je mène une vie très simple et minimaliste, mais par contre j'ai décidé de me créer une vie libre et qui me ressemble, et c'est ça que je souhaite à d'autres femmes, c'est d'avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir. Effectivement, il y a 20 ans, t'en parlais, il n'y avait pas autant de ressources que maintenant, il n'y avait même pas de ressources tout court. Donc, si on n'était pas un petit peu du métier, de l'immobilier, de, je sais pas, la bourse, si on n'était pas économiste, par exemple, c'était plus compliqué. Mais de nos jours, il y a tellement de contenu gratuit sur Internet, on est envahi par tout ce contenu. Le comment n'est pas, ceux qui ne passent pas à l'action, s'ils disent je ne sais pas faire, c'est une croyance limitante en fait, parce qu'ils peuvent avoir toutes les informations facilement. Donc, c'est l'état d'esprit qu'il faut travailler. Et j'ai remarqué effectivement dans mon entourage que c'est plus compliqué pour les filles. Alors, investir, ça reste quand même compliqué, même pour les mecs, quand même. Il y a toujours des peurs, des croyances limitantes, je pense que je suis pas capable, etc. Mais pour les filles, même sans parler d'investir, dès qu'il y a un rapport à l'argent, c'est compliqué. J'ai par exemple ma compagne qui est nounou, elle a toujours du mal à augmenter son taux horaire alors qu'elle est à un taux ridiculement bas. Et je lui dis, mais tu peux augmenter sans problème, ça choque à personne. Et elle a toujours des difficultés à faire ça. Donc, je comprends qu'aller demander une augmentation à un patron, c'est encore plus compliqué.
Alors toi, justement, quel a été le déclic qui t'a poussé à agir et à ne pas faire comme toutes ces femmes qui n'osent pas, qui ont peur et qui ont ce rapport à l'argent compliqué? Ça a été, on va dire, les nécessités de la vie, le fait qu'il a fallu que je me débrouille pour me créer ma vie. Je fais partie de ces femmes qui ont toujours assumé l'entière responsabilité de leur vie et qui sont parties du principe que les solutions, il allait falloir qu'elles se les créent pour elles-mêmes. Et je suis pas non plus partie du principe, entre guillemets, que cette question en fait de l'argent, j'allais la remettre dans les mains de monsieur. Voilà. Moi-même, dans les phases où j'ai vécu en couple, j'ai aussi souhaité que chacun crée ses solutions financières parce que là où parfois nos mères et certaines femmes font des erreurs, c'est que oui, quand on est en couple, c'est très bien de mettre en place des projets communs parce qu'en fait le couple c'est une équipe, c'est un projet commun, mais c'est aussi important d'assumer pleinement sa vie et ses responsabilités financières. Pourquoi? Parce que le principal risque quand on est en couple, c'est aussi la séparation et on voit que c'est extrêmement douloureux sur les questions financières quand les gens se séparent. Or moi ce que je souhaite aux femmes, c'est aussi de comprendre et de savoir quels sont les choix qu'elles mettent en place. Pourquoi? Parce que c'est bien de s'aimer pour les bonnes raisons et notamment pour pas être adossé financièrement et matériellement à quelqu'un. Je vois beaucoup de femmes qui mélangent un petit peu amour et argent et qui à un moment se retrouvent dans une situation compliquée. Et puis la même chose, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même manière de voir le monde. On n'est pas obligé de tout partager avec la personne avec qui on vit. C'est important de se créer sa propre sécurité financière et d'être sûr que pendant qu'on vit ensemble, ça se passe bien. Et si jamais on devait se séparer, ça se passe bien aussi. Exactement. C'est une première différence, selon moi, avec la génération d'avant nous. On a à peu près le même âge, on a une quarantaine d'années. Nos parents qui ont aujourd'hui 60, 65 ans, ils se séparaient beaucoup moins que nous, mine de rien. Et donc, il y avait moins ce côté, si on se sépare, il faut que je puisse être indépendante et autonome. Et donc, c'est vrai que les femmes se rattachaient beaucoup aux revenus de monsieur et elles géraient la maison. Bon, chacun son rôle, c'était pas forcément plus mal, mais en tout cas, de nos jours, c'est moins faisable parce que effectivement, il y a beaucoup plus de séparation. Et puis, séparation ou pas, c'est très bien que chacun ait ses projets. Alors moi, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans mon couple. On a le pot de monsieur, le pot de madame et le pot commun. Et ça permet, le jour où si séparation il y a, chacun a ses projets. C'est important d'être capable d'investir sur soi déjà et puis ensuite dans des actifs quand on est une femme autant que quand on est un homme. Justement, en termes d'investissement, qu'est-ce que tu préconises? Alors, par rapport à tes clientes ou à tes lectrices, qu'est-ce que tu leur préconises de mettre en place déjà pour se familiariser avec la notion de l'argent et puis ensuite se créer sa liberté? Alors, déjà, la première des choses, c'est que tout le monde pense savoir gérer correctement l'argent et personne ne le fait correctement. C'est-à-dire que, oui, je vois que quelque part, faire un budget, ça fait chier la plupart des gens. Or, ça démarre par ça. Faire la chasse au fuite dans son budget, ça démarre par ça. Mettre en place un système où vous automatisez l'argent sur, on va dire, des systèmes d'enveloppe sur des comptes pour savoir que tout roule, tout baigne et que vous avez plus, entre guillemets, à vous prendre la tête. Il y a très peu de personnes qui le font et pourtant, c'est comme ça que vous vous offrez une plus grande liberté d'esprit parce que vous savez que tout roule, quelle que soit la problématique qui puisse se passer dans votre vie. Et seulement après, on commence à réfléchir à l'investissement. Alors, je vois, l'investissement, c'est un sujet qui fait beaucoup fantasmer les gens. La première des choses, c'est déjà de gérer bien, de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir en gagner plus, parce qu'on a plusieurs, on va dire, lois par rapport à cette question de la gestion de l'argent. C'est savoir en gagner et en générer, savoir le gérer correctement, et puis après apprendre à le multiplier. Et seulement tout le monde aimerait apprendre à le multiplier en n'ayant pas quelque part maîtrisé les deux premiers sujets. Donc le multiplier, c'est le dernier des sujets. Donc voilà, première chose, revoir son rapport à l'argent pour s'autoriser gagner correctement sa vie. Et ça, chez pas mal de femmes, c'est pas encore acquis. Il y en a plein qui me disent comment est-ce que je vais investir, alors qu'en fait, il faut déjà commencer à aller négocier ou créer autre chose pour en gagner plus, parce qu'il y a un moment, sinon ça veut dire trop se restreindre, et c'est pas la vie que je leur souhaite réellement d'avoir, puisque le but du jeu, c'est d'avoir une vie quand même qui est épanouissante. C'est de la vivre, c'est pas de c'est pas de vivre une vie de renoncement. Moi, c'est pas ce que je souhaite aux gens. Moi-même, j'ai un mode de vie très simple et je le disais minimaliste. Pourquoi? Pour pas me prendre la tête. J'ai simplifié ma vie à l'extrême et c'est ça qui me permet notamment de développer plein de projets parce que je vois aussi cette idée reçue selon laquelle gérer l'argent ça devrait être extrêmement compliqué. Non, au contraire, moi je fais en sorte avec les personnes que j'accompagne que ce soit extrêmement simple et qu'on se prenne pas la tête avec ce sujet. Mais pour ne pas se prendre la tête avec ce sujet, il faut mettre en place des systèmes automatisés qui font que ça va aux bons endroits
on sait comment ça se passe et quelque part, ça va permettre de se concentrer sur les bonnes choses qui sont de mettre en place les projets qui sont alignés avec notre vie. Et ça, les projets qui sont alignés avec notre vie, ça dépend de chaque personne. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins et les mêmes ressources à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et moi, aujourd'hui, je viens d'avoir 46 ans. Donc, t'imagines bien que ma manière de voir les choses, la manière dont j'investis, elle a évolué tout au long de sa vie. C'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner. Moi, c'est ce que je fais. Je donnerai jamais les mêmes conseils à une personne qui a 20 ans ou à une personne qui a 50 ans. On a tous une manière de voir le monde, des valeurs, une personnalité et des projets qui sont différents. Et ça aussi, pendant des années, on a cru qu'il y avait un dogme en matière de gestion de l'argent qui était fallait absolument passer par l'immobilier ou fallait absolument passer par la bourse ou fallait absolument passer par la crypto. Et d'ailleurs, si tu vas sur Internet, tu vois que des super spécialistes, mais d'un seul sujet précis. Or, en termes de, moi je suis économiste, en termes d'investissement, ce que je vous souhaite à la fin, c'est d'avoir quelque chose de très diversifié. Pourquoi ? Parce que l'économie connaît des cycles. Là, d'ailleurs, en ce moment, on est dans un cycle très bas. Du coup, dites-vous bien que ce que vous avez aujourd'hui, certes, gagnera de la valeur avec le temps. C'est le principe de l'investissement, c'est de mettre son argent à un endroit qui va multiplier avec le temps. Mais ce qui fonctionnait bien à un moment fonctionnera moins bien à un autre moment. Et oui, tout dans la vie connaît des cycles, notre niveau de forme, l'économie, la nature. Et ça, il faut aussi l'accepter. Je vois plein de personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'illusion de la maîtrise, c'est-à-dire il y aura un investissement qui surperformerait les autres et c'est absolument là-dedans qu'il faudrait aller. Il y aurait une seule stratégie qui marcherait. D'ailleurs, il y a peu de personnes qui le sauraient. C'est celle-là qu'il faudra adopter. Et ben, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut déjà commencer de partir de son petit noyau intérieur. Et j'ai envie de dire, pour investir, il faut aussi avoir un projet de vie. Et là, je vois très peu de personnes qui ont un projet de vie assez précis, qui s'autorisent aussi à le faire évoluer avec le temps. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est ça qui doit nourrir. Et la question de votre choix en matière d'argent, elle doit être au service de ça et pas forcément qu'un impératif de rentabilité. Le meilleur investissement pour vous, c'est pas forcément celui qui rapporte le plus d'argent, c'est celui qui correspond à vos valeurs, à votre manière de vivre et qui va vous permettre d'aller où vous voulez aller. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. C'est important de le souligner, effectivement, c'est à chacun de faire ses choix, bon, en étant bien accompagné, parce que si on veut reproduire, entre guillemets, bêtement ce qu'on voit sur Internet, et on dit, bon, étape 1, il faut que je fasse de l'immobilier, étape 2, des actions. Et en fait, effectivement, certains à qui ça correspondra, d'autres beaucoup moins, ça dépend de l'âge, tu l'as dit, mais ça dépend aussi des envies personnelles, de la tolérance au risque, de plein de choses. On est tous différents. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup ne coincent jamais. C'est qu'il y a tellement, justement, on est tellement envahi d'informations sur tout ce qui est possible de faire en termes d'investissement. On ne sait jamais par quoi commencer, on ne sait jamais quoi faire. Et c'est là où ça peut être intéressant de se faire accompagner. Oui, alors ça c'est une réalité aussi de notre société, c'est qu'il y a plein de gens des fois qui me mettent des messages en me disant, en gros, comment est-ce que je peux faire mieux que le taux du livret A ? Alors, intérieurement, c'est pas jamais j'irai leur répondre de manière méchante, mais en fait, on peut que faire mieux que le taux du livret A. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 million de manières d'investir et que le plus important, c'est de vous poser pour vous dire comment est-ce que, c'est quoi mon objectif en fait vis-à-vis de ça. Et là, déjà, ça permet de restreindre les choses pour se dire, voilà, en fonction de mon objectif, en fonction de mes moyens, en fonction de la manière dont je vois le monde et de mes valeurs, c'est plutôt ça qui est approprié pour moi, plutôt que de me diluer à essayer de trouver le truc le plus performant. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Vouloir faire mieux que le livret A, c'est effectivement une bonne préoccupation à avoir, puisque le livret A, il nous appauvrit au lieu de nous enrichir. Mais effectivement, c'est très facile de faire mieux que le livret A. Dans à peu près n'importe quoi sur lequel on investirait, on fera mieux que le livret A. Et c'est effectivement pas forcément la rentabilité maximale qui est intéressante. Alors, tu parlais de projet de vie tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par projet de vie et comment trouver son propre projet de vie ? Eh ben, c'est de se dire, ma vie idéale, ce serait quoi ? Donc ça évolue tout au long de la vie. Des fois, je vois des gens là, alors on va dire à une trentaine d'années, souvent le projet idéal, c'est plutôt de se marier, de se mettre en couple, d'avoir un logement et de faire un enfant. Voilà, donc ça, si le projet de vie, c'est celui-là, l'argent, c'est important de le prévoir et de le mettre en musique pour que ça puisse répondre à ces questions-là, tout en réfléchissant à
et dans la durée, comment ça va me permettre de le faire évoluer, de me créer plus de sécurité le jour où éventuellement je vais avoir envie de switcher professionnellement. Donc ça, c'est autre sujet. Généralement, je le vois maintenant vers la quarantaine, tout le monde finit en burn-out ou on a ras-le-bol de son job. Pourquoi? Parce que la même chose, le vieux modèle de nos parents qui était soyez propriétaire de votre résidence principale et ayez un CDI, restez au même endroit. Aujourd'hui, il est complètement has-been. La plupart des gens, et c'est tout à fait normal, vont changer, on va dire, 10 à 15 fois de métier. Encore faut-il se créer une réserve financière pour pouvoir, à ce moment-là, financer sa reconversion professionnelle. Pourquoi? Parce que ça se finance, en fait. Et ça, c'est un projet de vie que je vous souhaite aussi, qui est de vous dire, toute ma vie, j'évolue professionnellement, j'apprends et je vais vers des jobs qui me plaisent plutôt que de m'essorer, puisqu'aujourd'hui, la même chose, le CDI est-il un gage de sécurité? Non. Avoir une diversité de revenus, apprendre tout au long de sa vie et investir va vous apporter plus de sécurité qu'un CDI. Et ça, c'est aussi un reversement de tendance. Tout comme nos parents nous ont pas forcément appris qu'il fallait se former tout au long de sa vie parce que c'était nos connaissances et notre expérience qui allait nous apporter plus dans nos vies. On nous a plutôt appris à rester dans une case, à jouer la sursécurité. Or, aujourd'hui, la sursécurité, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort et se reconvertir. On est à l'ère, justement, de la liberté financière, des intelligences artificielles et tout ça. Les gens qui regardent ça de manière un petit peu hébétée en se disant, mon Dieu, ça n'arrivera pas. J'aimerais pas être à leur place dans quelques années. Tout comme la question des retraites. Aujourd'hui, on voit que chaque gouvernement successif remet en question les retraites. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de vous créer votre propre système de retraite par vous-même, et la retraite qui existera au niveau national ne sera qu'un complément. Comme ça, vous êtes en réelle sécurité. Donc, on est véritablement sur un changement de paradigme entre ce que nos parents ont vécu et qui nous ont transmis, du coup, qu'on pense encore des fois être une réalité. Et chez nous, ça crée des insécurités, des frictions. Et ce que nous, il nous faut mettre en place et puis aussi transmettre à nos enfants. Alors moi, je suis maman et je fais vraiment en sorte de transmettre à la génération suivante les bons messages qui sont, voilà, gère bien l'argent, mets toujours en place, on va dire, une réserve de sécurité et une épargne de projet qui te permet de switcher tout au long de ta vie et t'adapter à tes envies, tes besoins, parce que, oui, on évolue. Moi, j'ai énormément évolué. J'ai déjà déménagé 24 fois. J'ai changé de boulot plein de fois pour que ce soit toujours assez aligné avec ce que je voulais. Et c'est important de mettre l'argent au service de ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, à 46 ans, je suis plutôt sur l'idée de voyager, lancer des business. Avant, j'étais sur quelque chose de plus sécuritaire et avec des enfants scolarisés. Donc, je n'avais pas les mêmes besoins et les mêmes envies. Donc, du coup, ma manière d'investir, de concevoir l'argent et mon activité est en train de complètement évoluer par rapport à ce que j'ai fait quand j'avais 25-30 ans. Et ça, c'est normal. Encore faut-il s'autoriser à le revisiter, se faire accompagner pour transformer tout ça, parce qu'une stratégie financière, il faut aussi que ça évolue dans le temps. J'ai envie de dire, c'est comme une fringue qui t'irait bien, tu mets pas les mêmes habits et ça épouse pas ton corps de la même manière à 20 ans, 30 ans ou 60 ans. Alors, c'est une deuxième différence entre notre génération et la génération d'avant, celle de nos parents. Effectivement, ils restaient en principe dans le même travail toute leur carrière et leur retraite était plutôt assurée. Moi, ma mère, elle a encore du mal à comprendre pourquoi je fais tout ça. Elle me dit, mais t'embête pas, de toute façon, tu auras la retraite. Alors, j'ai du mal à lui faire comprendre que la retraite, pour ma génération, c'est un peu moins acquis que pour la sienne, quoi. Mais donc, ils se posaient moins ces questions aussi parce qu'ils savaient qu'arrivé à un certain âge, ils auraient quasiment le même revenu que pendant leur carrière assuré à leur retraite. Et nous, c'est plus le cas. Et puis, en plus, on change de travail plusieurs fois, comme tu l'as souligné. Je connais personne dans mon entourage qui est resté dans le même travail depuis toujours, alors que je ne suis pas encore en fin de carrière, mais déjà, voilà, mes amis de mon âge, de ma génération, ont tous changé au moins 1, 2, 3 fois de travail, de boulot. Et c'est important d'avoir les finances nécessaires pour pouvoir se reconvertir, pour pouvoir se laisser aussi le temps de savoir ce qu'on veut faire et pour assurer sa retraite plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est quand même conseillé de commencer à investir le plus tôt possible, donc de se préoccuper de ces questions d'argent le plus tôt possible. Et plus on le fera tôt, plus on sera serein pour un éventuel changement de stratégie. Oui, alors justement, investir, c'est justement cette idée-là. C'est plutôt que de subir le temps. Alors, quand on n'investit pas, on subit le temps. C'est-à-dire que l'inflation grignote notre argent placé. Alors, la plupart des gens ont ce comportement qui est paradoxal. Elles vont stocker de l'argent, on va dire, sur des livrets qui sont rémunérés en dessous du taux de l'inflation. Donc, quand vous êtes rémunéré en dessous du taux de l'inflation, vous perdez de l'argent. Donc, en fait, vous pensez sécuriser votre argent et qu'est-ce que vous faites ?
vous le perdez. Et donc, du coup, on arrive dans une situation où aujourd'hui, il est plus dangereux de ne pas investir que d'investir. Il y a des principes, voilà, le principe des intérêts composés qui est d'acheter, on va dire, des parts de société où les dividendes se réinvestissent et avec le temps, bah, c'est les intérêts qui vont produire les intérêts. Si vous commencez tôt, et ben, en fait, l'argent se multiplie sans que vous preniez trop la tête. C'est pas des choses qu'on nous a appris à l'école et pourtant, ça, en mathématiques, c'est un sujet qui retiendrait l'attention des enfants. Donc, bah oui, ça aussi, il n'y a pas de cours d'éducation financière à l'école. C'est dommageable parce que dans les familles, souvent, on a plutôt tendance à balancer des idées reçues du tonton, du papy, et de dire, achète-toi un bien immobilier juste pour avoir un toit sur la tête. Alors, la question, c'est est-ce que votre seule ambition dans la vie, c'est d'avoir un toit sur la tête ou c'est d'avoir une vie plus libre et épanouissante? Moi, ce que je souhaite, je me souhaite à moi, ce que je souhaite aux autres femmes et ce que je souhaite à nos enfants, c'est plutôt d'avoir une vie épanouissante. Et c'est pas forcément d'avoir le même toit en dessus de sa tête toute sa vie. Moi-même, j'ai démarré en achetant ma résidence principale et puis je l'ai revendue quelques années après parce que c'était plus le bon choix et c'était OK. Et le bon choix, c'était autre chose. Et c'est important de re-questionner tout ça, de re-questionner son job, de re-questionner ses compétences, de re-questionner sa manière de gérer et d'investir l'argent tout au long de sa vie. Et moi-même, en tant qu'économiste, je vois aussi une chose, c'est que la manière d'investir aujourd'hui pour, on va dire, être bon ou être bonne dans quelques années et celle qui était la bonne, on va dire, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, c'est plus du tout la même. Notamment, maintenant, c'est devenu simple d'investir en bourse depuis qu'on a créé ce qu'on appelle les ETF, les trackers. Ça date de 2017, donc c'est assez récent. Avant, il fallait aller sélectionner des parts d'entreprise une par une. Donc oui, il fallait faire ce qu'on appelle de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Bon, ça fait rêver personne, surtout aucune femme. Maintenant, vous n'avez plus du tout à faire ça, en fait. Vous misez sur une tendance, vous mettez de l'argent en automatique tous les mois et ça se gère tout seul et vous êtes sûr que ça fonctionne. La même chose, l'immobilier classique a de moins en moins le vent en poupe. Les grosses villes, finalement, deviennent moins intéressantes alors que tout le monde faisait comme si c'était la panacée d'acheter en ville. On le voit, réchauffement climatique, on va dire mise en place du télétravail. Aujourd'hui, c'est plutôt les villes moyennes à 1 heure des grandes villes qui sont très attractives. La colocation est devenue attractive. On va pouvoir acheter des parts fractionnées d'immobilier. Donc même l'immobilier, on n'en fait plus de la même manière que ce qu'on faisait auparavant. On peut acheter facilement des parts de SCPI, on peut faire du crowdfunding immobilier avec un smartphone le soir quand les enfants sont couchés. Donc ça ouvre des perspectives qu'on n'avait pas auparavant. Monter un business, c'est devenu aussi extrêmement simple. Moi, j'ai démarré dans l'appui à l'entrepreneuriat à la période de la SARL à 50 000 francs. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu crées une auto-entreprise pour tester un concept hyper facilement. Tu n'es même pas obligé de créer une auto-entreprise. Tu peux démarrer avec un statut de test en coopérative d'activité d'entrepreneur ou en société de portage salarial avec une mise de fonds qui est inexistante, avec juste tes idées et un concept simple à tester. C'est d'ailleurs plutôt ce que je vous souhaite, plutôt que de démarrer trop lourd. Ça, il y a ne serait-ce que 10 années, c'était pas possible. Moi, j'ai monté notamment Frico Féminin. Ça me permet, depuis chez moi, sachant que j'habite pas du tout en zone urbaine, j'habite plutôt dans une petite ville moyenne paumée au milieu de la nature, d'arroser la francophonie. Il me suffit d'allumer mon PC et j'anime des conférences avec des milliers de personnes devant moi. Ça, c'était pas possible il y a 10 ans de faire ça. Aujourd'hui, c'est possible, c'est même devenu la norme. Et dans les actifs financiers, un des actifs qui rapporte le plus aujourd'hui, c'est d'avoir, on va dire, une communauté, une chaîne YouTube qui tourne et ainsi de suite. Il y a 10 ans, personne ne parlait de ça. Et les actifs qui rapportaient le plus, c'était des actifs physiques. Aujourd'hui, c'est des actifs numériques. Et on va dire, c'est notre capacité à créer des communautés et à animer la communication. Quelque part, c'est la data qui aujourd'hui rapporte le plus. Et ça, c'était inimaginable il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans. Et ce sera rigolo de voir où on en sera dans 10 ans, puisque on a aujourd'hui ce monde de la crypto et des blockchains qui a émergé il y a quelques temps. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense pas que ce soit que une petite tendance marginale. Pourquoi ? Parce que ça va simplifier les transactions, ça va permettre une plus grande traçabilité, et puis, en fait, ça va squeezer un certain nombre, on va dire, d'intermédiaires dont plus personne n'a trop envie de les voir aujourd'hui. Donc oui, ça, c'est pas juste une lubie de 3 jeunes dans leur coin, et ça va révolutionner pas mal de choses. On le voit aussi au niveau des États. Nos États sont de plus en plus endettés et eux-mêmes vont mettre en place des monnaies numériques, c'est-à-dire que même l'argent
tel qu'on le connaît, l'argent papier, est amené à disparaître très très rapidement. Alors on nous dit 2 ans, donc ça va aller vite quelque part. Donc on n'aura plus que des écritures sur des comptes. Et de la même manière, eh bien, en entrepreneuriat, ce sera plus que des écritures sur des comptes, puisque on passe à la facture numérique, tout ça. Donc le numérique, c'est devenu la norme sur tout. Je suis d'accord avec toi, ça évolue et ceux qui veulent pas voir que ça évolue vont être embêtés. Donc effectivement, de nos jours, il n'y a plus d'excuses de ne pas investir parce qu'il y a beaucoup de choix en fonction de nos envies et puis tout peut se faire en ligne. Tu l'as dit, depuis un smartphone, il n'y a plus besoin, si on est allergique à aller visiter des biens immobiliers et puis à prendre des risques avec les locataires, etc. Il suffit d'acheter de l'immobilier papier qu'on appelle, donc soit des actions d'entreprises immobilières, soit des SCPI. Bon, il y a plein de supports qui permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter vraiment de biens physiques et dans plein d'autres choses. Effectivement, tout se numérise. Et en fait, ça fait un moment qu'Internet existe et Internet a permis ça, mais ça s'accélère depuis 5 ans. C'est avec l'essor du télétravail, etc. On est habitué à travailler à la maison, créer des entreprises de chez soi et travailler en pyjama. Donc voilà, c'est des choses qui paraissaient invraisemblables il y a ne serait-ce que 5-6 ans. Donc, peu de gens se rendent compte aujourd'hui que laisser son argent sur un livret A, alors de plus en plus, quand même, je remarque quand même que les générations nouvelles, les jeunes de 20-25 ans sont quand même plus éduqués que nous et que nos parents encore plus à ce sujet. Mais voilà, laisser son argent sur un livret, c'est s'appauvrir. Beaucoup ont conscience que c'est gagner peu, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont conscience que c'est carrément même perdre de l'argent, quoi. Alors ça, je le vois aussi, oui, il y a un décalage entre les générations. Je le vois sur Frico Féminin par les personnes qui prennent contact avec moi. Et notamment, comme tu le disais, les personnes de 25 ans sont plus formées et agissent plus que leurs parents à 50. Donc finalement, moi, j'accompagne plus des gens qui ont une cinquantaine d'années, qui n'ont pas fait grand-chose sur ce sujet-là, ou ont continué à faire comme leurs parents. Et du coup, sauf que ce système-là ne fonctionne plus. Et c'est très bien que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces sujets parce que ça va devenir vraiment indispensable. Alors, pour revenir un peu à ton sujet de prédilection, je voulais savoir si parce que tu parles beaucoup des générations, on n'investit pas pareil à 20 ans et à 50, est-ce que tu préconises d'investir différemment au féminin? Alors, après, les principes de l'investissement sont toujours les mêmes. Après, je vois des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, ça, quand on en parle avec des conseillers en gestion de patrimoine, avec des banquiers, voilà, on en rigole entre nous. Alors, je vous donne le off de ce qu'on se dit. Et c'est oui, les femmes elles vont avoir une aversion au risque beaucoup plus marquée. C'est-à-dire que les hommes vont plutôt chercher de la performance et de la technicité. Mais on le retrouve dans plein d'autres sujets, là où les femmes vont chercher de la simplicité, de la sécurité et des valeurs. Pour illustration, on le voit dans d'autres choses, par exemple, on ne vend pas un aspirateur de la même manière à un homme et à une femme. Je vais caricaturer, mais vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez, l'aspirateur Dyson, c'est l'aspirateur qui a été créé pour un homme, c'est-à-dire que c'est une merveille de technologie, ça clignote dans tous les sens, mais quand vous êtes une nana, vous y comprenez rien, parce qu'en fait, ça ressemble plus à une Lamborghini qu'à un aspirateur, là où les femmes vont plutôt acheter l'aspirateur robuste qui va durer des années, qui va être plus léger, qui va passer partout et qui va pas leur casser le dos parce qu'elle le passe plus souvent. Donc on a véritablement dans l'investissement, on a le même rapport aux choses, c'est-à-dire que les femmes n'en ont rien à faire. D'ailleurs, je le vois sur Frico Féminin, si vous allez voir mes sujets, je n'assomme pas les gens avec de la technicité. Je pourrais le faire, la technicité, je la maîtrise, je suis économiste, ça les intéresse absolument pas. Elles veulent un truc simple, clé en main, facile, qui correspondent à leurs aspirations et à leurs valeurs. Et ça, la question des aspirations et des valeurs, je la vois assez peu sur les blogs masculins. Or, les femmes, souvent, on est maman, et ce qui est important pour nous, c'est aussi ce qu'on transmet à nos enfants. Et dans la transmission, il y a les valeurs. Moi, je parle beaucoup aussi d'investissement vert, d'investissement éthique et d'investissement durable. Et les femmes sont très soucieuses, souvent, du sens qu'elles donnent à l'argent il va où cet argent. Et ça, c'est des sujets qu'on ne voit pas forcément chez les autres. Ça amuse mes collègues quand j'en discute avec eux. Et notamment, les produits d'investissement vert, on va appeler ça comme ça, quand j'en parle avec des banquiers ou des conseillers en gestion de patrimoine, ont été créés pour répondre à la demande des femmes. Donc c'est assez rigolo. La question des valeurs est essentielle et même elle prendrait le dessus sur la question de la rentabilité. Les femmes vont être en recherche de plus de sécurité, de plus de simplicité et d'une quête de valeur qui va être beaucoup plus marquée que chez les hommes, même si
Bien sûr, je grossis les traits parce qu'on aura toujours des cas de figure qui ne rentreront pas là-dedans. On n'est pas tous pareils, mais c'est vraiment très très marqué. Et c'est pour ça qu'elle ne se retrouvait pas dans une manière de présenter les choses très masculines. Et c'est pour ça que j'ai créé Fricot Féminin et que ça fonctionne. Parce que moi, ces leviers émotionnels, je les comprends tout à fait. Parce que moi-même, en fait, c'est des sujets qui sont importants pour moi, ce que je transmets à la génération suivante. Et en plus, c'est plutôt intéressant de réfléchir comme ça, parce que par exemple, tout ce qui est investissement vert, aujourd'hui, ça fait partie des niches d'investissement qui vont surperformer les investissements classiques dans l'avenir. De plus en plus de gens s'intéressent aux investissements éthiques, les investissements verts, etc. Alors pas que les femmes d'ailleurs, mais les hommes de plus en plus, pareil chez les jeunes générations. Les hommes de la génération de nos parents n'avaient rien à faire de tout ça. Mais voilà, effectivement, ça devient de plus en plus demandé et recherché. Et donc, c'est la direction qu'on prend. Alors toi, tu es une femme, justement. Est-ce que tu veux bien partager un petit peu dans quoi tu investis, toi, personnellement? Alors moi, j'ai démarré comme pas mal de gens. Au début, j'avais les poches vides, donc j'ai démarré en faisant de l'immobilier, en revendant, ainsi de suite, histoire de commencer le système, parce que on est tous pareils. Au démarrage, on n'a rien du tout, et il faut commencer à gagner, dépenser peu, en mettre de côté pour mettre en place la machine. Et ça, on est nombreux à démarrer comme ça, c'est-à-dire que dès que tu commences à avoir une situation un petit peu stable, tu vas voir ton banquier pour commencer à acheter quelque chose, et où tu le loues, ou tu le revends derrière. Donc j'ai démarré comme ça, et puis aujourd'hui, je suis plutôt bourse, business, crypto, ce type de fonctionnement, parce que ça correspond plus à la manière à quelque chose de plus léger et qui me permette de switcher plus rapidement. Je le vois aussi aujourd'hui, on est dans une société qui bouge très vite. Et moi, j'ai plus envie que ce que j'ai soit gelé pour des années. Je veux plutôt être en mode agile. Et moi-même, j'ai décidé d'avoir une vie un petit peu plus légère et plus agile, et certainement de voyager plus dans les prochaines années. Donc, je suis moins en recherche, on va dire, de sécurité et de quelque chose qui va être fixe sur les 15 ou 20 ans prochains, mais plutôt de me dire, je vais un petit peu au gré des projets qui me plaisent. Et puis là, je suis plutôt dans une phase où je suis partie dans de l'entrepreneuriat. Et là aussi, alors, rapport à l'argent et entrepreneuriat. Donc, moi, j'accompagne essentiellement aussi des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça bloque partout, dans le rapport à l'argent des femmes dans l'entrepreneuriat. Elles ont du mal à investir sur elles. Comment elles ont des faire payer ces prestations plus chères aussi? Voilà, elles ont des plafonds de verre très très importants. Elles ont tendance à trop donner et à pas être ouvertes à recevoir. Elles ont des complexes monumentaux à facturer au bon prix, les bonnes prestations. Donc, je les accompagne beaucoup là-dessus et c'est chouette parce que je vois que ça transforme complètement leur vie. Et du coup, après, elles s'autorisent à investir ce qu'elles faisaient pas auparavant. Mais quand tu es entrepreneur, une des formes de réalité, c'est aussi de te remettre en position, ce que j'appelle position de liquidité. C'est d'avoir quelque part un fonds de trésorerie conséquent pour investir sur toi, pour permettre à ton business de décoller, pour pouvoir te réorienter, parce qu'en fait, entre ce que tu démarres et ce qui se passe, rien ne se passe comme tu le pensais. D'ailleurs, moi, je mentor des entrepreneurs parce que je leur apprends à faire ça, c'est-à-dire à s'adapter et à voir les opportunités où elles sont plutôt que de s'obstiner dans une forme qui n'est pas celle qui va les épanouir et leur rapporter. Et donc, c'est important à ce moment-là de pouvoir plutôt être là-dessus. Puis là, du coup, moi, je suis plutôt sur un modèle, on va dire, business web, qui est un truc qui m'intéresse. Pendant les 20-25 dernières années, j'ai accompagné plus de 5000 personnes à monter des boîtes. Le seul système de boîte que j'avais pas monté ou accompagné, c'était justement une entreprise numérique. Et du coup, ce système-là, là, m'éclate. Donc, j'ai commencé avec moi, puis après, je vais certainement aussi faire d'autres choses, parce que c'est plutôt amusant. Donc, je fais aussi des choses parce que ça me plaît et que j'apprends. Ce qui est important à rechercher, le plaisir dans ce qu'on fait, faire quelque chose pour le faire si ça ne nous intéresse pas, ça sera toujours contre-productif. C'est pour ça que, pareil, d'un investissement à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un business à l'autre, en fonction des goûts et de ce qu'on a envie de faire, ça peut fonctionner ou pas. D'ailleurs, ce qu'on a envie un jour, on peut ne plus en avoir envie 5 ans après, donc c'est important d'être agile, alors surtout quand on est entrepreneur. Et ça, en termes d'état d'esprit aussi, cette notion de liberté, de s'autoriser à sortir des investissements. Alors ça, je vois plein de gens là qui ont commencé à investir, on va dire, dans leur résidence principale il y a un certain nombre d'années, et qui à un moment s'autorisent pas justement à revendre, à sortir de ce truc-là pour switcher professionnellement, partir une année se payer un tour du monde. Mais le but de la vie, c'est quand même de la vivre. C'est pas de rester enfermé dans sa maison de campagne ou en étant malheureux et en étant impacté sur sa santé. Et voilà. Et j'ai envie de dire, cette question de l'investissement, faut vraiment la revoir. En fait, on a assimilé à l'intérieur de nous souvent cette idée que notre domicile, c'était notre sécurité, mais il y a un moment, ça devient une prison.
chez certains. Acheter sa maison, faut aussi le voir. Alors voilà, l'achat, c'est très bien d'acheter sa résidence principale, mais il y a un moment, il faut sortir de l'achat émotionnel et plutôt voir ça comme un investissement et en se disant que c'est une réserve de valeur qui nous permet d'avoir plus de liberté de s'autoriser la vie qu'on a envie d'avoir. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure aussi, re-questionnez tout ça. Moi, je vois plein de gens là, entre 40 et 50 ans, qui ont tout ce qu'il faut pour switcher et qui s'autorisent pas à le faire en se trouvant l'excuse de la maison, je sais pas quoi. En fait, il y a jamais de bon moment, sauf à ce qu'on s'autorise à toute sa vie sortir de sa zone de confort. Et ça aussi, je vous invite à faire cette chose-là, c'est régulièrement et dans tout dans votre vie. Je pense que si j'ai une grande force, c'est ça. Moi, toute ma vie, j'ai appris. Toute ma vie, je suis sortie de ma zone de confort et ça n'a jamais été, on va dire, très très facile. Mais pour autant, c'est ça qui fait que j'ai nourri cet état d'esprit, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je m'autorise à switcher et voilà, et je fais des choses aussi parce que véritablement, ça me nourrit. Le but du vie, avoir une vie libre, c'est aussi avoir une vie riche et c'est pas forcément être riche en stockant de l'argent sur son compte en banque, à plus savoir quoi en faire. La richesse, c'est les relations, c'est les expériences, c'est vivre ce qu'on a envie de vivre, c'est être présent auprès de nos enfants quand il le faut et des gens qu'on aime, c'est tout ça. Dernièrement, j'ai lu un bouquin qui est absolument génial, qui s'appelle The Good Life, qui m'a fait aussi réfléchir, qui est de se dire, quand tu vas interroger des personnes en gériatrie en fin de vie, et tu leur dis qu'est-ce qui t'a rendu heureux, ça quoi était ta source de bonheur? Ça n'a jamais été la piscine au fond de ton jardin, la taille de ta voiture ou ton boulot salarié pendant 20 ans. C'est d'avoir réalisé ce que tu voulais, le projet que tu voulais, c'est d'avoir vécu des beaux moments avec les gens que tu aimais. Voilà, c'est vivre en fait. La richesse, c'est vivre. Et c'est en ça que la liberté financière, c'est aussi un changement d'état d'esprit. C'est accepter de se dire, j'avance dans la vie en ayant confiance en moi pour m'adapter et voilà, me créer quelque chose qui évolue avec moi-même. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut pas investir pour investir. Le plus important, c'est de vivre. Et effectivement, cette histoire de résidence principale, ça devient une prison dorée. Moi, je préconise quand même de commencer la plupart du temps par ça. Pour beaucoup de personnes, c'est ce qui est intéressant à faire, mais il faut le voir comme un investissement et pas comme une résidence principale, même si on y habite dedans. Moi, je dis toujours, j'habite dans mon investissement rentable, en fait. Et après, ben, le jour où ça correspond plus à notre vie, il faut pas hésiter à la revendre ou à la louer ou à faire autre chose et à partir, quoi. C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à faire. Ils sont pas assez flexibles et du coup, oui, ils s'interdisent des choses parce que, ben oui, mais moi j'ai ma maison ici, je peux pas faire ça. Donc tu as anticipé ma prochaine question qui était justement, est-ce que tu as une lecture ou une rencontre qui a changé ta vie? Donc tu as parlé d'un livre, est-ce que tu as d'autres lectures éventuellement à préconiser aux auditeurs? Alors, des lectures, moi, je fais partie des gens, oui, j'en lis régulièrement des bouquins assez géniaux. Il y a un bouquin qui est génial justement sur l'argent, qui est la psychologie de l'argent de Morgan Housel, dont vous trouverez d'ailleurs le résumé sur mon blog, qui justement vient déconstruire pas mal d'idées reçues sur l'argent. Alors Morgan Housel, c'est comme moi, c'est un gars qui avait un profil, on va dire, développement économique, finance, investissement, enfin un truc un peu rigide, quoi, démarrage, et qui a fait péter ça en éclats, puisque tout comme moi, il s'est rendu compte de cette chose-là, c'est qu'on nous a appris, nous les économistes, qu'on était des agents rationnels, en fait, on nous fait rentrer dans des cases et dans des tableurs Excel, les êtres humains, et en fait on est tout sauf ça, on est complètement irrationnel puisqu'on est que de la psychologie et de l'émotionnel. Et après, il a fait comme moi, il s'est spécialisé dans ces sujets qui sont le rapport à l'argent. Et donc, dans ce bouquin, il démonte beaucoup d'idées reçues, justement, cette idée qu'il y aurait un meilleur investissement, cette idée qu'il y aurait une action qu'il faudrait connaître et qu'elle surperformerait tous les autres. Non, il y a que 20% de ce qu'on fonctionne qui surperforme, 80% non. Mais comme on a investi dans les 20% qui surperforment, et ben ça marche. Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça qui, une fois que vous les avez compris, vous permettent de revoir tout ça et de vous dire bah oui en fait, mettre de l'argent régulièrement tous les mois sur quelque chose, ça a du sens. On peut pas prévoir l'avenir, mais on peut se souhaiter le meilleur, croire que le meilleur va nous arriver et se prémunir du risque en diversifiant, qui sont des grands principes, on va dire, de l'investissement. Le plus important, c'est d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Encore faut-il se dire, prendre le temps d'y réfléchir et de s'autoriser à ne pas la subir, à la créer, cette vie qu'on a envie d'avoir. Ça, il y a encore plein de personnes pour qui c'est pas acquis. Ça veut dire aussi faire un pas de côté. On est dans une société, on est beaucoup dans le faire. On pense qu'il faut faire pour avoir, mais il faut parfois commencer par être et s'interroger sur soi-même. Moi, je le vois quand j'accompagne des personnes. Ce qui leur apporte le plus, c'est pas le fait qu'on voit le comment, c'est le fait qu'on lève les blocages à l'intérieur d'elles
qui les empêche d'aller où elles ont envie d'aller. Et ça, bah, il faut une certaine forme de maturité pour le comprendre. Et je vois que la plupart des personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont plutôt, à dire plus de 40 ans, qui notamment ont pris une forme de recul sur la vie et qui ont arrêté d'être dans le faire pour avoir, qui se sont dit je fais une pause parce qu'en fait j'ai essayé de faire pour avoir et j'ai juste fini à genoux et je suis pas à l'endroit que je voulais. Donc ça veut dire qu'il y a dans mon système à moi un truc qui fonctionne pas et qui m'empêche d'aller où je veux. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est tout ce bagage en fait qu'on a emmagasiné depuis notre enfance qu'à un moment faut déposer. Voilà, pour s'autoriser à changer de cap, un peu comme une boussole. Hein. On est dans une société, on est dans beaucoup d'injonctions. Là, on court et on prend pas de recul. Alors, je le vois là, notamment moi qui accompagne un public d'entrepreneurs. On pense qu'il faut faire. Bah, il faut faire des choses, bien sûr, agir, mais pour autant, prendre du recul, c'est parfois ce qui nous permet ce qui nous rapporte le plus. Et puis, c'est aussi revoir son rapport au temps. Il y a peu de personnes qui ont conscience du fait que notre vraie richesse, c'est notre temps. Et c'est ce à quoi on le consacre. Des fois, en vieillissant, on se rend compte de ce truc-là. Tu vois, moi, maintenant aussi, je me rends compte de ça. Je suis véritablement très, très focus sur la manière dont je gère mon temps. Et du coup, c'est aussi ça qui permet d'être très, très mobilisé sur la manière dont on affecte l'argent, parce que finalement, l'argent nous permet de disposer plus librement de notre temps. Et ça, c'est une forme de richesse également. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y aurait un autre point que tu voudrais aborder, qu'on a oublié d'aborder, même si je pense qu'on a fait pas mal le tour, peut-être le mot de la fin, on va dire? Eh ben, oser. On nous a appris quand on était enfant, à rentrer dans des cases plutôt, notamment l'école, nous apprend beaucoup à rentrer dans des cases. Et finalement, à l'âge adulte, je ne sais pas si l'enjeu c'est pas d'en sortir pour inventer nos propres solutions. Donc, osez vous créer une vie sur mesure. Et oui, c'est possible. Par contre, entourez-vous de personnes qui l'ont fait, parce que si vous êtes dans des milieux où la plupart des gens sont encore dans des cases, ce qui va plus vous auto-limiter à sortir des cases, c'est votre environnement, malheureusement. Merci beaucoup, Ophélie, pour cet échange ultra riche. Et j'espère que cette interview aura donné à chacun des vraies clés pour avancer, quel que soit votre point de départ. Alors, pour retrouver Ophélie, vous pouvez visiter son blog Fric au féminin et sa chaîne YouTube Fric au féminin. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et vous pouvez également vous abonner à sa newsletter si vous pensez que ça vous permettra d'avoir ce petit déclic qui vous manque pour pouvoir passer à l'action. Je pense que ça devrait être intéressant pour tout le monde. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser le petit pouce bleu qui va bien et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué et je vous dis à très bientôt. Merci Pierre-Élie, à très bientôt.